Le terrorisme est un sujet singulier, largement utilisé par les responsables politiques, médiatiques, militaires ou sécuritaires, alors qu'il ne fait l'objet d'aucun consensus sur sa définition. Rien ne ressemble plus à un terroriste qu'un résistant, et rien ne ressemble plus à un résistant qu'un terroriste. La définition voulue par les criminologues, qui permet d'ailleurs de se fâcher avec le monde entier, ne relève pas de l'identité du terroriste, du drapeau du terroriste, du mode opératoire du terrorisme, mais simplement de l'objectif. Il y a des objectifs plus ou moins légitimes. Quand l'IRA ou l'ETA utilise une bombe pour attaquer un représentant d'une institution, quand elle le fait en matière ou sous un régime dictatorial ou sous un régime démocratique, ce n'est pas la même chose que quand elle attaque un supermarché ou une rue commerçante. Et donc l'outil terroriste est aujourd'hui instable, peu clair et extrêmement mal défini. On trouve plusieurs centaines de définitions. Même le régime français du code pénal définit des modalités d'acte ou de rassemblement en vue de commettre un acte terroriste, mais ne définissent pas ce qu'est un terroriste. Nul ne le sait. Et au cours de l'histoire, cette problématique de définition a été marquée par des modalités d'évolution extrêmement diversifiées. D'abord parce qu'on trouve des sources ou des origines terroristes très lointaines. Les Zélotes d'un côté ou les Hachichines de l'autre, même s'ils étaient d'abord une secte politique ou un groupe mercenaire d'assassins, relèvent de cette définition relative, ou en tout cas a posteriori. C'est la France qui a inventé le terme et le contenu sous la Révolution en utilisant du régime de la terreur, non pas pour s'attaquer à des dirigeants, mais pour s'attaquer à des opposants, aux opposants du régime révolutionnaire, en les éliminant physiquement et pas seulement politiquement. La France, attaquée à l'extérieur et à l'intérieur, utilisa des méthodes terroristes, tout particulièrement en Vendée, mais par rapport à ses opposants girondins ou à ses dissidents politiques pendant très longtemps. Ce furent ensuite les dissidents eux-mêmes qui s'attaquèrent au pouvoir, notamment en utilisant pour la première fois, par exemple, contre le premier consul Bonaparte, un attentat à la voiture piégée, dit attentat de la rue Saint-Nicaise. Et il faut bien le reconnaître, la France a eu la chance ou la malchance d'expérimenter l'intégralité des processus d'évolution du terrorisme depuis cette période. Attentats politiques, attentats anarcho-politiques, dissidence militaire, attentats contre des responsables, des dirigeants, des responsables monarchiques ou républicains, toute la série possible et imaginable de l'attentat, qu'il soit à la voiture piégée, à la dague, au fusil, au tireurs particuliers ont été générés au cours des années qui se sont déroulées, y compris un attentat récent lors d'un défilé le 14 juillet contre le président de la République Jacques Chirac, ce qui prouve que cette problématique n'est pas aussi ancienne ou archaïque qu'il n'y paraît. Ce qui a changé enfin, c'est la mutation du terrorisme, le moment où le terrorisme singulier, terrorisme d'État, terrorisme contrôlé et généré d'un côté par Moscou, de l'autre côté par Washington, terrorisme pouce-bouton, où les deux superpuissances, parce qu'elles contrôlaient l'argent, les armes, les papiers, les finances, les moyens de transport, les camps d'entraînement, pouvaient décider d'interrompre, d'arrêter ou de lancer des campagnes de déstabilisation, terrorisme comme moyen de la guerre froide en utilisant d'autres biais, a changé de nature après la chute du mur de Berlin. En 1989, l'interruption et l'effondrement de l'ex-Union soviétique, son autodissolution, amènent mécaniquement à une interruption tout aussi immédiate de la quasi-totalité de l'activité terroriste en Occident et une période d'incertitude où les services de renseignement occidentaux sont à la recherche d'un nouvel adversaire, d'un nouvel ennemi. Le terrorisme rouge étant terminé, ils décidèrent d'un commun accord qu'il serait remplacé par un terrorisme jaune, ce qui n'arriva pas. Et depuis cette période, il y a une interrogation sur la nature exacte des processus terroristes qui sont devenus totalement pluriels. Terrorisme d'État en voie de disparition, la plupart des États terroristes ont arrêté leurs activités ou se limitent à exécuter leurs propres opposants et en général sur leur propre territoire. Terroriste nationaliste de type irlandais ou basque qui a décidé de passer à la pacification et à un processus d'interruption de la lutte armée. Terrorisme
révolutionnaires guérillas dégénérés, comme les FARC colombiens, dont l'essentiel de l'activité est aujourd'hui limité à la prise d'otages et au trafic de stupéfiants. Terrorisme hybride, apparu en 1995 avec Khaled Kelkal en France, où pour la première fois, un criminel est passé au terrorisme alors qu'il n'avait aucun penchant politique traditionnel. D'habituellement, les responsables politiques ou militants passaient au terrorisme comme élément de support à leur volonté, leurs engagements, leurs objectifs politiques. Là, c'est un processus totalement différent qui apparaît, puisque Khaled Kelkal n'a pas d'histoire politique ou militante, mais simplement une histoire délinquante et criminelle, et d'ailleurs très éloignée du syndrome habituel du pauvre fils d'immigrés maltraité, puisque dans un entretien assez long avec un de mes collègues sociologues, il explique très doctement pourquoi il a été plutôt bien traité par l'école de la République, y compris en rejoignant un des lycées les plus huppés de la banlieue lyonnaise, mais simplement qu'il n'y a pas trouvé sa place. Et puis, après Khaled Kelkal, on a cru à l'arrivée de l'hybride comme modèle. Après le prototype, on attendait la série. Et nous ne l'avons pas eu non plus, puisque ce qui apparaît est ce qu'on croit devoir appeler Al-Qaïda, même si ça n'est pas son nom véritable, le Front international islamique pour le djihad contre les juifs et les croisés, non moins marketing, mais nettement plus précis, et qui se développe comme un golem, un outil inventé par l'Occident pour lutter contre les Russes en Afghanistan et qui se retourne contre lui. Outil parfaitement connu, comme disait le secrétaire à la guerre Rumsfeld, on a les factures. Ce processus-là occulte le développement des hybrides et il faudra attendre Mohamed Merah en 2012 pour que le deuxième de la série voie le jour. C'est le copier-coller de Khaled Kelkal, il lui ressemble totalement, même histoire, même fonctionnement, moins brillant à l'école, mais tout aussi délinquant, mais qui apparaît comme un mystère pour les services de renseignement, car il ne correspond à aucun des clichés supposés du terrorisme djihadiste, pas de barbe, pas de tenue traditionnelle, pas de camis, et surtout fréquentation des bars et des boîtes de nuit ou du trafic de stupéfiants qui apparaissent comme un mystère ou en tout cas un anachronisme. Peu à peu, et après Mohamed Merah, toute une série d'opérateurs hybrides apparaissent sur le territoire national et à l'étranger et développent une culture de l'hybridité criminalo-terroriste, des gangs terroristes, qui vont totalement modifier l'approche qu'on a de ce processus traditionnel sans supprimer les précédents. Nouvelle catégorie qui apparaît ultérieurement, le lumpen terroriste ou le terroriste spontex. Le terroriste de basse intensité, de proximité, sortant de chez lui avec son équipement de cuisine, sa voiture, sa tractopelle et attaquant le premier militaire, le premier policier, l'abribus ou le commissariat de police, avec aucune chance de réussite ou très peu, aucune chance d'y survivre ou très peu, et une capacité extrêmement développée à jouer du rôle de la guêpe avec le lion, c'est-à-dire en essayant de le rendre fou sans n'ayant aucune capacité à mettre fin à la domination du roi des animaux. Et puis la dernière catégorie, encore plus surprenante que les autres, car le terroriste, c'est de la communication et de la violence, c'est le terroriste honteux. Et dans au moins 3 cas de figure, l'attentat du Thalys, l'attentat de Saint-Quentin-Falavier et l'attentat de Villejuif, les 3 opérateurs expliquent chacun de son côté, qu'ils ne sont pas des terroristes. Le premier parce qu'il trouve une Kalachnikov au réveil sous son oreiller, pense que c'est la petite souris et attaque le Thalys soi-disant pour le voler. Le deuxième parce qu'il a un conflit du travail et qu'entre les prud'hommes et la décapitation, il choisit la décapitation avant de se précipiter dans l'usine du coin, avant de se suicider lui-même ultérieurement, ce qui n'est pas tout à fait conforme aux préceptes du Coran. Le troisième parce qu'il explique qu'il n'a pas du tout voulu tuer la jeune femme dans sa voiture, mais que la voyant bourrée de Kalachnikov, il est venu l'idée et s'est tiré, au sens littéral du terme, une balle dans le pied. Le processus de cette diversification étonnante et jamais connue des processus terroristes, des mutations des terrorismes, est un sujet qui va être au cœur des évolutions du processus telles qu'on les connaît désormais. Face à cela, l'antiterrorisme a une difficulté majeure. La première, c'est que l'antiterrorisme n'existe pas véritablement en Occident. Ce que nous connaissons, c'est du contre-espionnage. Le contre-espionnage, c'est le temps long, on remonte la filière, on protège ses informateurs, on essaye de perturber personne, on récupère un nouveau numéro de téléphone, une nouvelle cache, un nouveau backup, des dispositifs qui permettent d'attendre toujours un jour de plus pour avoir un contact de plus pour arriver à tenir toute la filière. Et c'est le secret absolu, on protège ses sources et on n'affole personne. L'antiterrorisme est exactement l'inverse.
Le temps est court, il faut agir vite, et le partage est absolu, il faut être en situation d'avoir le plus d'informations possible pour agir. Or, aujourd'hui, les services de renseignement sont schizophrènes car ils connaissent le contre-espionnage, ils font du contre-espionnage, et on ne peut pas leur expliquer le matin que les Russes ou les Chinois, par exemple, sont nos adversaires, et l'après-midi que ce sont nos alliés parce que nous avons les mêmes ennemis. Il y a là un souci majeur dans la réorganisation de l'antiterrorisme. Le deuxième sujet, il est qu'il y a une confusion entre la collecte de l'information, jamais nous n'en avons eu autant, l'analyse de l'information, nous ne sommes pas extrêmement brillants, et l'action, nous sommes plutôt pas mauvais. Et de ce point de vue-là, l'idée que tout serait secret, parce que l'action, elle, doit rester secrète, y compris l'action éliminatrice, a totalement perturbé un dispositif où nous sommes submergés par l'information avec une faible capacité d'analyse. Et d'ailleurs, ce processus-là est à peu près de même nature que ce qui a été rencontré dans la compréhension et l'analyse, par exemple, des phénomènes de criminalité organisée dans leur développement récent et dans l'idée étonnante qui viderait à faire de la mafia l'alpha et l'oméga du crime organisé, alors que c'est plutôt une excroissance particulière et spécifique. En un mot commençant, le terrorisme, c'est un problème de définition, c'est un problème d'évolution, c'est un problème de mutation. Ces trois sujets aujourd'hui sont peu ou mal traités.